Bonjour, professeur Abdoulaye Dimdé. Bonjour madame. Vous êtes chercheur sur le paludisme, vous êtes basé au Mali et vous êtes également le président du réseau africain pour la diversité génomique des agents pathogènes. D'abord, en quelques mots, présentez-nous ce réseau. Le réseau africain de la diversité génétique des agents pathogènes que nous appelons en anglais Pathogen Genomic Diversity Network Africa, PDNA, est un réseau qui regroupe 16 chercheurs généticiens qui sont basés dans 16 pays en Afrique au sud du Sahara. Nous couvrons l'Afrique depuis le Cap-Vert jusqu'à Madagascar. Et nous travaillons à étudier la génétique des différents pathogènes, notamment des parasites du paludisme, des bactéries, des virus, pour générer des données qui puissent aider à la prise de décision en matière de santé en Afrique au sud du Sahara. Pour comprendre l'état actuel de la recherche sur le paludisme notamment, quels sont les derniers développements en matière de résistance aux traitements antipaludiques en Afrique? C'est le sujet principal sur lequel vous travaillez, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ma spécialité, c'est la résistance des parasites du paludisme aux médicaments antipaludiques. Et en ce moment, le problème de la résistance aux médicaments antipaludiques est un problème récurrent. Chaque fois que les scientifiques réussissent à trouver des médicaments, au bout d'un certain nombre d'années, les parasites développent la résistance et on est confronté à un besoin de trouver de nouveaux médicaments. Avec les derniers antipaludiques, les dérivés de l'artémisinine qui constituent la base du traitement du paludisme, que ce soit le paludisme non compliqué ou le paludisme compliqué. Avec le paludisme non compliqué, les dérivés de l'artémisinine sont associés à une molécule partenaire sous la forme d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. La résistance a commencé en Asie et il y a quelques années, nous avons commencé à constater des baisses de sensibilité au niveau de certains pays de l'Afrique de l'Est et aussi de la corne de l'Afrique. Nous constatons depuis 2-3 ans un début de propagation de la résistance des parasites du paludisme aux dérivés de l'artémisinine. Pour le moment, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ne sont pas encore concernées, mais historiquement, quand la résistance commence, elle tend à se propager et c'est ça qui fait l'objet d'inquiétude maintenant par rapport à la prise en charge du paludisme. Alors, pour expliquer avec des termes simples ce que ça veut dire résistance, est-ce que l'efficacité de l'antipaludique face au traitement, est-ce que cette efficacité baisse? Comment expliquez-vous la résistance? Voilà, la résistance, c'est quand nous consommons les médicaments qui normalement devraient tuer les parasites et que ces parasites ne sont plus tués par les doses de médicaments que nous prenons. Et donc, nous sommes dans le cas des dérivés de l'artémisinine en Afrique. Nous sommes à ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une résistance partielle, parce que on n'a pas encore atteint l'étape où les médicaments ne réussissent pas à tuer les parasites. Ce qu'il se passe actuellement, c'est que le temps que le médicament prend pour tuer les parasites est en train de se prolonger. C'est ce qu'on appelle résistance partielle. Et même si nous n'agissons pas maintenant, on risque d'avoir les résistances franches où le médicament ne sert pas. Et quand le médicament ne sert plus, les cas de décès vont augmenter. Et c'est ce qu'il faut à tout prix que nous, la communauté internationale, les autorités sanitaires, scientifiques, trouvent des solutions pour éviter cela. Donc, c'est ce qui explique l'importance et même l'urgence de la recherche aujourd'hui sur la résistance aux traitements antipaludiques. Absolument. Il faut déjà mener des travaux sur la surveillance
afin que l'on puisse savoir quelle est l'étendue du problème. Pour le moment, les cas confirmés sont au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie. Au niveau de la Corne de l'Afrique, on a l'Érythrée, l'Éthiopie, une partie du Soudan. Voilà, il faut maintenant mener des études de surveillance dans les autres pays pour savoir si le problème, à quel niveau se trouvent les autres pays. Et ensuite, il faut déjà faire en sorte que les outils que nous avons dans la lutte contre le paludisme soient déployés de façon efficiente et de façon exhaustive, c'est-à-dire que même les populations les plus reculées puissent être couvertes par les outils que nous avons, notamment les moustiquaires imprégnés, le diagnostic par des tests de diagnostic rapide, la prise en charge par les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine pour le paludisme non compliqué, ou l'utilisation de l'artesunate en intraveineuse pour les cas graves, les pulvérisations intradomiciliaires, la vaccination. L'ensemble des outils que nous avons doivent être déployés partout où le besoin se fait sentir pour contrer ce problème de résistance aux dérivés de l'artémisinine qui commence à nous inquiéter. Parlant de la surveillance, quelles sont les stratégies actuellement utilisées pour détecter et suivre la résistance aux antipaludiques? C'est justement à ce niveau que des réseaux comme notre réseau PDNA jouent un rôle important parce que à ce stade, l'outil le plus couramment utilisé, c'est la génomique. C'est donc explorer l'ADN, le matériel génétique du parasite pour détecter des changements génétiques. Et ce sont ces changements génétiques qui nous permettent d'avoir une idée sur la présence ou non de cette résistance partielle. Donc, les outils de génomique jouent un rôle important, et de nouveaux outils qui jouent un rôle important, aux côtés des outils classiques qui sont les tests in vivo de l'OMS, les tests in vitro au laboratoire que nous faisons, où on administre le médicament et on suit le patient pendant quelques semaines pour voir si les parasites sont éliminés ou pas. Voilà, ce sont cet ensemble d'arsenal que nous utilisons pour surveiller l'apparition et la propagation de la résistance aux médicaments antipaludiques. Alors, le paludisme, en quelques chiffres, vous allez me corriger et apporter plus de précision sur cela, parce que les chiffres que j'ai datent de 2022. Selon l'OMS, le paludisme a causé plus de 600 000 décès dans le monde, 95% en Afrique, dont 80% des enfants de moins de 5 ans. Depuis, plusieurs pays africains ont commencé les vaccinations, vous en parlez tantôt, vaccination des enfants, notamment avec les 2 vaccins antipaludiques recommandés par l'OMS. Je parle bien du R21 et aussi le RTS-S, si c'est bien correct. Ces récentes innovations, est-ce qu'elles impactent la résistance au traitement contre le paludisme? Ces innovations, notamment la vaccination, si elles sont mises à échelle, vont effectivement jouer un rôle important dans la progression vers l'élimination du paludisme et aider à contrer le phénomène de résistance. C'est pour ça que nous lançons un appel pour que la communauté internationale, les gouvernements africains au sud du Sahara prennent les dispositions pour que ces nouveaux vaccins soient mis à disposition des enfants et qu'une bonne couverture vaccinale soit faite afin d'accélérer en plus des autres outils. Les vaccins doivent être utilisés en conjonction avec les outils classiques qui sont les moustiquaires imprégnés, la prise en charge des cas avec les dérivés, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, la sensibilisation de la population, etc. Quand les vaccins vont être ajoutés à cela, nous pensons que ça va nous permettre d'accélérer l'élimination du paludisme.
En Afrique où vous êtes basé, nous savons qu'il y a énormément de personnes qui font recours à la médecine traditionnelle pour soigner surtout le paludisme. Est-ce que ces personnes ou bien ce genre de médecine est intégré dans vos recherches, surtout parlant de la sensibilisation de la population? Oui, la médecine traditionnelle est un élément important dans la santé des populations en général et aussi dans la lutte contre contre le paludisme. Un certain nombre de centres de recherche travaillent à exploiter la pharmacopée africaine, notamment au Mali. Nous avons l'Institut de médecine traditionnelle qui a mis au point un médicament antipaludique qui est disponible en pharmacie, le Malarial 5, et dans d'autres pays, des expériences similaires avec des plantes issues de la pharmacopée locale sont utilisées en conjonction avec les médicaments modernes pour assurer la prise en charge des cas de paludisme, notamment dans les zones les plus reculées. Vous êtes bien placé pour nous parler des défis auxquels font face les chercheurs africains, surtout concernant la recherche sur la résistance des traitements au paludisme. Oui, les défis sont importants vu le fait que la recherche coûte cher et la recherche n'est pas souvent vue comme une priorité par nos différentes autorités africaines, alors que l'histoire démontre que tous les pays qui se sont développés se sont appuyés sur une recherche forte et vibrante pour assurer leur développement. L'accès aux intrants, aux réactifs, l'accès au financement, l'organisation de la recherche rendent les choses beaucoup plus difficiles en Afrique qu'elles ne le sont ailleurs. Mais il y a des progrès sont visibles. Ça et là, il y a des centres d'excellence qui émergent, qui, malgré les difficultés, réussissent à apporter des réponses africaines aux problèmes africains de santé auxquels nous sommes confrontés. L'Afrique fait face actuellement à la résurgence de l'épidémie du Mpox. Comment la communauté des chercheurs africains se mobilise face à cette épidémie? La mobilisation face à Mpox est similaire à la mobilisation qui a été faite lors des défis récents comme Covid-19, comme Ebola, à travers les organismes panafricains comme le CDC Afrique qui est en train de se mobiliser, mobiliser les ressources, former les gens, former les jeunes au diagnostic, les laboratoires au diagnostic et à la prise en charge, la recherche vaccinale, l'OMS Afro de Brazzaville également a des équipes qui mobilisent les États pour répondre à cette nouvelle menace. Et les laboratoires de recherche également, notamment nous autres qui travaillons sur la génomique, essayons de mieux comprendre le génome du virus afin de pouvoir proposer des solutions locales adaptées. Comment voyez-vous la lutte contre le paludisme en Afrique dans les 10 ou 20 prochaines années, professeur Dimdé? C'est vrai qu'aujourd'hui, près de 95% du paludisme mondial, des décès et des cas de paludisme mondial sont en Afrique au sud du Sahara. Et ceci est essentiellement lié à la complexité des problèmes du paludisme sur le continent, qui héberge un des vecteurs les plus compétents, l'anophèle, un des parasites les plus dangereux, le Plasmodium falciparum, ce qui fait que la lutte contre le paludisme est beaucoup plus difficile en Afrique et le manque de ressources financières, le manque de ressources humaines, le faible niveau de développement, tout cela contribue à rendre la lutte contre le paludisme beaucoup plus difficile. Malgré tout, les progrès sont là. Si nous prenons l'exemple du Mali, il y a 30 ans, en cette période du mois d'août, si vous visitiez un village du Mali et que vous testez les enfants, sur 100 enfants, vous auriez trouvé 75 qui portent le parasite du paludisme.
Aujourd'hui, les dernières données du programme national de lutte contre le paludisme du Mali montrent que si vous testez 100 enfants dans un village moyen, en moyenne au Mali, vous aurez une vingtaine d'enfants qui portent le parasite. Donc, de 75%, nous sommes descendus à 20%. Des progrès importants ont été faits, mais les défis demeurent et surtout à cette période de changement climatique où avec les inondations que nous constatons au Mali, dans le Sahel, dans différents endroits du pays, nous craignons que les effets néfastes de ces changements n'aient des conséquences négatives sur les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme en Afrique au sud du Sahara. Professeur Abdoulaye Dimdé, chercheur sur le paludisme et président du réseau africain pour la diversité génomique des agents pathogènes, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.